Déclaration, par exemple, du chancelier allemand Friedrich Merz hier, qui dit en gros Israël fait le sale boulot, on peut les remercier, parce qu'en fait, on aurait dû limite y aller, mais c'est évidemment Israël qui a le courage de le faire, parce qu'ils se débarrassent d'un régime honni dans toute la région. C'est assez dérangeant pour des dirigeants qui sont censés respecter le droit international. Des petits clous de ce G7, c'est Trump qui part en plein milieu de cette réunion qui avait donc lieu au Canada, dans les Rocheuses, donc dans l'ouest du pays. Il est arrivé le matin pour repartir limite le soir. Oui. Donc voilà, juste après avoir signé ce communiqué final qui paraît, qui tient tous les bouts sans les tenir, sans qu'on ait quand même le principal agresseur. Et finalement, Trump s'en va et Macron explique, oui, c'est parce qu'il doit négocier un cessez-le-feu. Et il dit, non, moi je suis parti, il dit n'importe quoi, c'est pas pour négocier un cessez-le-feu, c'est pour signer pour un accord. Donc on voit qu'encore une fois, il y a des passes d'armes, mais comme Trump le fait à chaque... En gros, dès qu'on veut parler à sa place, il remet que ce soit un président ou n'importe qui, il le remet en question, quoi. Mais c'est vrai que cette passe d'armes-là, elle était lunaire, quoi. Oui. Elle est lunaire, mais parce que je pense que aussi ça fait partie du personnage de Donald Trump. Voilà, il y a eu le même entretien lunaire entre Volodymyr Zelensky et Trump à la Maison-Blanche. Quand il reçoit il y a quelques semaines le président sud-africain, il y a cette volonté de se mettre en scène. Donc il cherche en fait à déstabiliser son homologue. Et donc ça fait partie de sa stratégie, on va dire, diplomatique. À chaque fois, il est dans un dialogue bilatéral, dans une négociation. Donc tout est bon pour lui pour déstabiliser son adversaire et pour arriver à ses fins et à ce qu'il signe soit un accord commercial, soit un accord là sur le nucléaire avec l'Iran, soit un accord sur l'Ukraine. Parce que lui, son objectif, en fait, à chaque fois, c'est de déstabiliser son adversaire pour le forcer à rejoindre ses positions. Oui, et là, concrètement, l'objectif, la finale, donc vous l'avez beaucoup écrit, c'est en fait de remodeler complètement le Moyen-Orient. Et donc, est-ce que jusqu'où peut aller Trump, en fait ? Ça, après, c'est la question que tout le monde se pose. Nous, on essaie en partant des faits et en ayant des diplomates ou des chercheurs ou des journalistes aussi, à plusieurs, à arriver un peu à essayer de comprendre, lui, sa stratégie et sa logique. Après, il est capable, dans la même journée, d'annoncer, par exemple, 150% de barrières douanières avec la Chine et 24 heures après, de les suspendre. Donc, c'est-à-dire qu'on est avec un personnage qui est capable en 24 heures de faire des virages assez impressionnants. Mais derrière, c'est la vie des gens, en fait. Oui, exactement. Et c'est ça. Et ça concerne des pays, des populations, et dont il y en a la guerre. Pour lui, c'est la guerre d'importance. Mais sur sa stratégie, oui, je pense que ça... déjà, il faut se rappeler de son premier mandat. C'est lui puisqu'il y avait un accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé par différentes puissances, notamment européennes, les États-Unis, la Russie et d'autres. Sur cet accord sur le nucléaire, c'est Trump qui a décidé de manière unilatérale de sortir de cet accord, parce qu'il estimait que c'était plus acceptable. Lui, il voulait évoquer justement aussi tout l'aspect militaire finalement de l'Iran. Il s'appelait comment cet accord sur le nucléaire ? JOC. Alors je connais le Pardon, JOCP. C'est pas pour te piéger. Non, mais je crois qu'on l'a mis parce que je connais les abréviations, mais je sais plus exactement. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète, je regarderai. Mais ça, je pense qu'on peut le retrouver, c'est dans les papiers, à chaque fois on le cite. Donc c'est... en fait, il fait voler en éclats cet accord. Il ne trouve pas de nouvel accord, donc des négociations qui se poursuivent maintenant depuis presque une dizaine d'années. Biden, finalement, n'arrivera pas à un nouveau compromis. Les Européens, d'ailleurs, se sont divisés à nouveau sur cette question, puisqu'il y avait des gens qui étaient plus sur une ligne dure, comme la France, par exemple, qui étaient pour en effet, on ne parle pas que du nucléaire iranien, mais aussi des armes, et du rôle un peu régional de l'Iran. Alors, ça devait être un accord sur le nucléaire et sur son utilisation, qui doit être essentiellement civile, sur l'enrichissement, etc., etc. Et ça permettait aussi de lever un certain nombre de sanctions, puisque l'Iran est toujours sous sanctions économiques, de la part principalement des États-Unis. Mais comme les États-Unis ont une mainmise économique, ils obligent les autres pays à tenir compte de ces sanctions. Donc, en fait, empêchent tout commerce
avec un certain nombre de puissances et d'entreprises étrangères. Et donc, en échange de ce deal, toutes ces sanctions pourraient sauter et ça permettrait, puisque le pays est quand même assez étranglé économiquement et socialement par ces sanctions, du coup, n'arrive assez peu à se développer, si ce n'est avec le soutien, par exemple, de la Chine ou de la Russie qui maintiennent des accords économiques ou des accords militaires, de permettre d'avoir une rentrée d'argent. Et c'est ça, ce manque de ressources qui aujourd'hui pèse aussi sur le pays. Le chat, si vous avez des questions à Vadim, n'hésitez pas, il est là pour ça. Tout à fait. Et franchement, quand on l'écoute, tout paraît tout de suite très limpide. Alors que de base, je me suis dit, mais comment je vais faire vraiment, il y a trop d'éléments. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc voilà, mais je vois que tu le mets, c'est ça. Ils sont retirés, on le signalait en 2018, de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, qui était signé entre du coup Téhéran, donc l'Iran, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne et l'Union européenne. Je voulais surligner pour le chat. Voilà. Si vous voulez. Et du coup, depuis 2018, les négociations se poursuivent. Et là, du coup, avant ces frappes, en fait, depuis un peu plus d'un mois maintenant, il y a des négociations qui ont repris entre les États-Unis et l'Iran. On était au 3e round de négociations et en gros, à la veille d'un nouveau round de discussion, c'est là qu'Israël a décidé de frapper parce que, d'après différentes sources, on était en tout cas, les positions se rapprochaient de plus en plus. Il y aurait pu y avoir un accord. Et ça, par exemple, c'était pas entendable pour Israël, puisqu'il ne souhaitait pas un rapprochement et un accord entre l'Iran et les États-Unis. Ouais. Ok. D'accord. Le chat, toujours pas de questions. Mais après, sur l'aspect régional, puisque tu en parlais, sur la volonté de remodeler toute la région, il y a un très bon papier de Bruno, là, je crois, ce matin, Bruno Audan, sur en gros quelque chose qui remonte à même à l'invasion de l'Irak, aux néoconservateurs, etc. etc. Mais là, on voit qu'ils ont sciemment. En gros, l'Iran s'est affaibli aussi au niveau régional, puisqu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des proxys ou des soutiens, ou des mouvements, on va dire, proches de l'Iran, comme au Liban, le Hezbollah, qui a subi une défaite flagrante depuis un an et depuis les frappes israéliennes. Toute une partie de ses dirigeants ont été tués. Pareil avec le Hamas à Gaza. Pareil finalement avec la Syrie, puisque la Syrie et toute une partie de la garde sécuritaire et des alliés de Bachar el-Assad était le régime iranien. Donc on voit que comme ça, petit à petit, dans la région, un certain nombre des alliés de ce régime ont été évincés, quoi. Donc forcément, ça l'isole et se sont dit maintenant le dernier gros poids dans la région qui apparaît comme ennemi, c'est l'Iran. D'accord. Ok. Très bien. Je te propose qu'on passe au 3e point. Donc le 3e point, c'est tout l'enjeu qu'il y a autour du nucléaire. Donc à la fois le fait que ce soit un prétexte et à la fois cette espèce de tabou autour du nucléaire israélien dont on parle très peu, donc avec encore des papiers que vous avez faits. Déjà, justement, sur cette question de prétexte, vous avez pas mal noté ces derniers jours ce parallèle avec 2003. Ouais, tout à fait. En fait, sur le manque de preuves ou sur le mépris des preuves en fait réelles qu'on a par exemple sur le nucléaire iranien, puisque la question, en tout cas la justification de l'intervention d'Israël, c'est en fait que l'Iran allait ou va se doter d'une bombe nucléaire, donc un arsenal militaire, chose qu'en fait aujourd'hui et encore hier, les services de renseignement américains, notamment la CIA, ont rappelé qu'ils n'avaient aucune preuve de ça. Pareil sur l'AIEA qui dit qu'en gros, ils pourraient atteindre 60% d'enrichissement de l'uranium. Il en faudrait au moins 80%, et en plus des installations spécifiques militaires pour pouvoir arriver à une arme nucléaire. Donc on voit qu'en fait, comme en 2003, finalement, sans preuve, on justifie une intervention, puisqu'en 2003, c'était les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et du coup, on se sert de ce prétexte pour intervenir
encore une fois, militairement dans un pays, ce qui est contraire de toute façon au droit international. Sauf que la différence avec 2003, c'est que là, les puissances occidentales abondent quand même. Elles disent quand même qu'il y a un droit à se défendre et elles ne sont pas là en train de montrer que c'est quand même un mensonge, un prétexte. On est d'accord ? C'est ça, en fait, c'est peut-être ça un peu la grande différence, même si en 2003, il y avait quand même pas mal de pays finalement qui avaient suivi, George W. Bush, parce qu'on était après le 11 septembre. Donc forcément, il y avait une volonté aussi de soutenir les États-Unis. Et finalement, il y avait, quelques pays européens, donc la France, pour une fois, qui s'était assez remarquablement dévoilée. La France, la Russie et le troisième, je redoute. Mais du coup, c'est vrai que la différence, c'est que, encore une fois, en Europe, ça avait énormément débattu. Il y avait eu énormément de mobilisations dans la rue pour dénoncer cette intervention. Il y avait eu des grandes mobilisations à Londres, à Paris, à Berlin, je crois en Espagne aussi. Enfin, en tout cas, ça avait créé pas mal de remous. Et aujourd'hui, on voit que finalement, près de plus de 20 ans plus tard, finalement, ce concept de guerre préventive a fait son chemin et a des relais clairs, alors que c'est totalement illégal dans le droit international. On n'a pas le droit de mener une guerre préventive. Ça n'existe pas. On peut se défendre, en effet, et encore même là, c'est assez... il faut revoir la charte de l'ONU ou la convention, les conventions de Genève. Ce n'est pas aussi simple, le droit à la défense. C'est pas juste si quelqu'un... il faut avoir un certain nombre de cadres pour justifier de ce droit à se défendre. Donc, et encore une fois, cette voie-là, le fait de rappeler, attention, il y a le droit international, en fait, une guerre préventive n'existe pas, c'est un discours, un narratif qui est tellement inaudible dans l'opinion publique et dans les médias. Enfin, oui, c'est pour ça, mais après, peut-être que petit à petit, les semaines allant et qu'on va se rendre compte, ça permettra aussi à des chercheurs de parler, à des services de renseignement de révéler un certain nombre de documents, et puis aux gens aussi, puisque forcément, si les premiers jours et les premières heures, il n'y a personne qui leur dit, en fait, c'est quoi le terme de guerre préventive ? C'est quoi finalement, c'est qu'est-ce qui nous autorise aujourd'hui dans les règles internationales ? Est-ce qu'on a le droit en effet d'aller mener des frappes dans un pays voisin si on n'était pas un esprit critique et on ne se permet pas le débat justement et de se poser les bonnes questions? Forcément les gens vont peut-être les premiers jours accepter le discours qu'on leur tend. Mais parce que le premier des discours, et je trouve qu'il y a assez désopilants finalement, c'est des dirigeants en fait. Parce que je ne suis pas sûr que dans l'opinion, il faudrait faire des sondages, mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde soutient une intervention contre l'Iran avec l'impact que ça va avoir dans les années qui viennent? Je ne suis pas sûr que ça soit une majorité. Le plus grand danger, finalement, il est venu des dirigeants qui, quand même, sont censés représenter et respecter les règles internationales, qui, en fait, décident du jour au lendemain de ne plus les respecter. Et du coup, quels vont être leurs rôles dans les années qui viennent, quand, finalement, d'autres États vont faire la même chose? Il y en a un, par exemple, qui mène exactement ce type de guerre en Ukraine, qui pourrait très bien dire, finalement, en fait, mon invasion depuis 2022, c'est un droit à se défendre, puisque finalement, l'OTAN me menace, donc j'ai le droit de me défendre, puisque son élargissement est sans cesse à mes frontières. Dans ces cas-là, l'Ukraine allait avoir des bases de l'OTAN ou des bases américaines. Pareil peut-être en Géorgie, pareil peut-être en Moldavie, donc j'ai le droit de me défendre, comme fait Israël. Vu qu'on légitimise tout, ce discours-là peut être repris par bien d'autres régimes et bien d'autres autorités. Et comment après on va leur empêcher et leur dire en fait non, toi tu as le droit ou toi tu n'as pas le droit. Encore une fois, la question du double standard, soit chacun respecte les règles internationales, soit personne ne les respecte. Mais là, c'est un dangereux précédent qui va être créé encore une fois. Et ça affaiblit encore une fois les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, les règles internationales qui en ressortent maintenant depuis 80 ans. Et systématiquement, à chaque nouveau conflit, chaque intervention par la force, en fait, c'est aujourd'hui la force qui s'en sort encore une fois renforcée, si je peux dire. Mais c'est ça qui est le plus dangereux, en fait. Oui, puis c'est un discours, je pense, qui, à force d'être rabâché,
c'est la propagande, hein, voilà, ça fonctionne. Et c'est vrai que les termes comme le droit à se défendre, le droit à se défendre, quand les plus grandes puissances vont pas dire attention, ça n'existe pas, etc. En fait, au fur et à mesure, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très dangereux, quoi. Enfin, qu'il l'est, on le voit. Ouais. Donc moi, ce qui est plus dérangeant, comme tu le soulignais, c'est peut-être le discours des dirigeants qui aujourd'hui, c'est tel quel, exactement les mêmes arguments presque qu'en 2003 pour l'invasion de l'Irak. Et c'est plus cette métamorphose-là, notamment du président français Emmanuel Macron qui, je veux dire, le soir, alors qu'il devait annoncer en plus la reconnaissance de l'État de Palestine à l'ONU la semaine suivante, finalement, sous le prétexte d'avoir cet affrontement, reporte cette reconnaissance à l'ONU à plus tard et dans le même temps reconnaît le droit d'Israël à se défendre et cette intervention parce que en gros l'Iran est une menace existentielle pour Israël et pour la région, quoi. Donc c'est ça qui est dérangeant pour des politiques. Et en plus il y a eu pire. Et je vous conseille, on n'a pas pu le mettre hier parce qu'on manque aussi de place, mais déclaration par exemple du chancelier allemand Frédéric Merz hier, qui dit en gros Israël fait le sale boulot, on peut les remercier, parce qu'en fait on aurait dû limite y aller, mais c'est finalement Israël qui a le courage de le faire, parce qu'ils se débarrassent d'un régime honni dans toute la région. C'est assez dérangeant pour des dirigeants qui sont censés respecter le droit international. Ça veut dire que ça ouvre une possibilité. La Chine, pourquoi est-ce que dans ces cas-là, elle se dit je peux envahir Taïwan, finalement, je règle un problème aussi de sécurité, ou je vais aller intervenir dans tel endroit, puisque finalement, tel pouvoir me menace. Je veux dire, ça rebat totalement les règles internationales. C'est très inquiétant. Ouais. Alors, il y a une question, si tu n'as pas la réponse, tu as le droit de ne pas avoir la réponse. Est-ce que c'est vraiment la France, entre guillemets, avec le Quai d'Orsay, par exemple, qui se rallie, j'ai pas mes lunettes, à cette idée de guerre préventive, ou c'est juste notre chef d'État? Merci, question de Turbo Dark C'est une très bonne question, parce que alors c'est sûr que c'est le chef d'État. Avec le Quai d'Orsay, on sait qu'il y a des tensions de plus en plus sur la ligne, sur la diplomatie étrangère française. On sait qu'ils sont pas souvent, ils sont pas souvent d'accord. En tout cas, il y a souvent des désaccords, on va dire, sur un certain nombre de dossiers. On sait que l'Élysée, gère un peu seul cette question-là. Ça fait l'apanage du président. Avant, ça a toujours été le cas quand même. Ça fait partie de la diplomatie française et souvent représenté par son président. Mais il y avait quand même le Quai d'Orsay qui faisait son travail en appui avec tous les ambassadeurs qu'on pouvait avoir au niveau international. Aujourd'hui, ce dialogue-là, en tout cas, fonctionne moins. On le sait. C'est vraiment une petite équipe autour du président, avec le président, qui prend un certain nombre de décisions. Ils ont toujours forcément des rapports et des entretiens avec le Quai d'Orsay, mais on sent qu'il y a des vraies oppositions sur un certain nombre de dossiers. Et après aussi, ça fait partie, c'était déjà sous Sarkozy, d'une manière de fonctionner et d'une restriction aussi des moyens qui sont donnés au Quai d'Orsay et aux ambassadeurs, puisqu'on a réduit à chaque fois le nombre des ambassadeurs et aussi des fonctionnaires du Quai d'Orsay, ce qui fait que ça affaiblit aussi notre diplomatie internationale. Donc tout ça mis à bout fait que forcément l'Élysée n'écoute plus trop cette ressource-là qui est importante, puisque c'est des gens qui travaillent, qui font remonter des choses du terrain et qui peuvent prévenir d'un certain nombre de risques en tenant ce type de déclaration, parce que d'autres régimes pourront exactement tenir les mêmes propos et ça c'est extrêmement dangereux.